Je voulais aussi aborder avec vous l'accélération générale dans l'armement occidental vis-à-vis de l'Ukraine. L'un des points chauds, c'est évidemment le Donbass, avec ce que l'on voit là, ces dents de dragon et ce long serpent que l'on voit. Hervé Carrez, bonjour, merci d'être parmi nous. Expert en gestion et communication de crise, vous avez passé 35 ans au sein des forces armées. Vous avez commandé et participé à de nombreuses crises, certaines très médiatisées, comme l'attentat sur le RER B de 1995, l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Votre expertise s'appuie sur un solide vécu opérationnel. C'est votre regard sur les opérations en cours et les perspectives de la guerre que nous allons aborder avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. Je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer sur ce conflit qui est extrêmement complexe. Oui, alors j'essaie d'avoir un regard selon 3 volets. Un volet opérationnel, un volet informationnel et un volet gestion de crise, sur le plan de tout ce qui peut tourner autour de ce conflit. Alors de manière très étonnante, début mars, je suis rentré de manière opérationnelle en distanciel dans ce conflit, puisque j'avais un ami qui était conseiller sécurité civile dans un petit état d'Amérique du Sud, qui m'a contacté un soir, d'ailleurs j'étais au restaurant, en me demandant de le rappeler, et le lendemain je l'ai rappelé, il m'a demandé de l'aider à monter une cellule de crise pour appuyer ce petit état à exfiltrer les étudiants de cet état qui se trouvaient actuellement en Ukraine, au moment du déclenchement de la guerre. Et donc nous avons monté une cellule de crise avec une cellule de crise centrale dans cet état, une cellule de crise de proximité qui était à Kiev, et ensuite des responsables opérationnels sur le terrain qui permettaient de regrouper et de rester en contact avec les étudiants qui étaient coincés parfois par les opérations, puisqu'il y avait des étudiants qui se trouvaient dans des zones qui à l'époque étaient soumises à des combats qui étaient assez féroces, notamment sur Kharkiv et puis sur Soumy. Donc tous les jours on faisait un point de situation, fonctionnement classique d'une cellule de crise en donnant des consignes aux responsables opérationnels qui étaient sur le terrain et qui avaient à leur charge une dizaine ou une vingtaine d'étudiants, parfois des couples d'ailleurs, et parfois même avec des enfants. Et puis en fonction de l'évolution de la situation, soit on leur donnait des consignes de confinement, soit des consignes de déplacement. Pardonnez-moi, je vais vous couper. Comment avez-vous ces renseignements pour que le public comprenne? Comment on travaille en distanciel sur une opération aussi complexe que celle-ci? Alors, c'est une manière assez classique en fait en gestion de crise et communication de crise, puisque c'est l'activité que j'ai depuis que j'ai quitté la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en 2018. Souvent, lorsqu'on est en gestion de crise, on crée des groupes WhatsApp qui permettent de mettre les gens en relation et de faire des points de situation en distanciel. Et rapidement, on a créé 2 groupes WhatsApp, donc un groupe qui était centré sur la cellule de crise qui était positionné dans l'État sud-américain, et un autre qui était plus axé sur la partie opérationnelle et qui était positionné sur la ville de Kiev. Et ensuite, il y avait des ramifications avec des responsables opérationnels que l'on avait identifiés et qui regroupaient et qui avaient en charge une dizaine ou une vingtaine d'étudiants. Donc c'est comme ça que l'on a articulé le fonctionnement du dispositif de crise et d'exfiltration. Moi, rapidement, j'ai suivi les opérations de manière précise. Alors, comment on pouvait faire cela?
comme les gens le font en ce moment, c'est que de manière très très étonnante, avec ce qu'on appelle l'OSINT, il y a des cartes qui sont mises à jour quasiment quotidiennement avec les événements qui sont liés au conflit, que ce soit les bombardements ou les combats. Ensuite, je suivais les comptes rendus de l'état-major ukrainien et de l'état-major russe, et grâce à tous les outils qui permettent de traduire ces langues que je ne connais pas, hein, que ce soit l'ukrainien ou le russe, eh bien, je faisais des comptes rendus, des synthèses, tous les jours au point de situation de la cellule de crise, et on donnait des consignes à chaque responsable opérationnel, soit de s'exfiltrer, soit de rester confiné, avec des points bien sûr, de regroupement, et puis des étapes à franchir, notamment le Dniepr. Le Dniepr était une étape qui était fondamentale à franchir. Alors ce qui a été le plus étonnant également, dès le départ, c'est qu'on a remarqué que les voies ferrées continuaient à fonctionner, hein, que ça soit à l'est ou à l'ouest du Dniepr. Le réseau ferré, d'ailleurs, ukrainien est assez fourni. Ensuite, WhatsApp n'avait aucun problème pour fonctionner, alors qu'on n'était pas encore au moment où Elon Musk avait mis en place Starlink, puisqu'on n'était pas à la phase où les Russes ont commencé à bombarder les infrastructures Internet du pays. Donc on a arrivé comme ça à avoir des liaisons assez faciles avec les gens qui étaient coincés ou en mesure de pouvoir se déplacer. Qu'est-ce que vous en déduisez qu'au début donc, du conflit, vous constatez que les trains circulent, que la connexion à Internet circule? Vous en déduisez quelque chose en particulier? Oui, en fait, rapidement, j'en ai déduit qu'on était plutôt face à une opération de police armée que face à une opération militaire de type de celle que conduisent les forces américaines, avec un bombardement massif des infrastructures vitales. Bien sûr, il y avait des bombardements, mais c'était ciblé. On voyait que les infrastructures, entre guillemets, de vie de la population, que ce soit le réseau ferré ou Internet, n'étaient pas touchés. Hein, donc, il y avait une forme c'était des formes de frappe chirurgicale, en fait, pour éviter très probablement que la population, notamment à l'est du Dniepr, soit remontée face à l'intervention russe dans un premier temps. Alors, ce que l'on a pensé, et ce que j'ai surtout pensé, c'est que rapidement, on irait vers une négociation. C'est pour ça que les consignes que l'on avait données au départ, notamment ceux qui étaient sur des zones de combat assez violentes comme Kharkiv ou Soumy, on leur disait, vous restez confinés, vous récupérez de la bouffe et de l'eau, et puis vous sortez le minimum. Et on pense que rapidement, il va y avoir des négociations, et puis un retrait des troupes russes. Et c'est là où les négociations ont commencé début février et qui ont avorté suite à l'assassinat d'un des négociateurs. Début mars, voilà. Début mars, suite à l'assassinat d'un des négociateurs. Et là, on a vu qu'on passait sur une autre phase. C'est très intéressant parce que beaucoup en parlent et c'est vrai qu'on a oublié ça, c'est allé très vite, ça fait 16 mois. Mais début mars, beaucoup en ont parlé, ça a été assez peu retransmis ou expliqué. Des négociations avaient lieu. Également en Turquie avec le ça c'était plus tard, oui. fin mars. Donc c'est vrai que vous pensez, on n'en aura peut-être jamais la certitude, mais qu'il y avait cette volonté de ne pas aller trop loin dans le conflit. Je pense qu'il y avait un objectif stratégique russe qui était d'arriver rapidement à des négociations pour que ce qui n'avait pas été acquis par la diplomatie via les accords de Minsk le soit par la force. Notamment vis-à-vis des deux républiques séparatistes. Et donc c'était un coup de pression avec, sur le plan militaire, des avancées qui n'étaient pas de même niveau, puisqu'ils ont énormément avancé dans le sud, puisqu'ils étaient quasiment arrivés dans les pourtours de Nikolaïev, alors qu'au nord, ils avaient avancé, mais ils ont cherché à encercler Kiev pour faire pression. Et c'est là où, justement, les Ukrainiens, sur le plan tactique, ont bien manœuvré, puisqu'il y a eu, bien sûr, la bataille de l'aéroport qui a été gagnée par les Ukrainiens. J'ai oublié le nom de l'aéroport, ça m'en viendra. Et ensuite, bien sûr, pour éviter l'encerclement de Kiev, la destruction de barrages qui ont inondé des zones par lesquelles les Russes auraient pu progresser. Donc à ce moment-là, il y avait une situation, entre guillemets, où on pouvait considérer qu'il y avait un équilibre des forces, où il y avait des succès russes au sud, mais des succès ukrainiens au nord, et il y avait une capacité de négocier dans des conditions qui
qui, à mon avis, étaient moins dommageables pour le gouvernement ukrainien que celles qui sont en ce moment d'ailleurs, hein, avec 23% du territoire ukrainien qui est annexé par la Russie en l'état, et puis éventuellement peut-être pire. On ne connaît pas la suite du conflit. On en sait un peu plus sur ces négociations début mars, que j'ai, pour tout vous dire, découverte avec vous. Moi, j'ai été au courant de celle fin mars à Ankara, mais alors début mars, ça a été pour moi une totale découverte. En fait, ça a été organisé en Biélorussie, hein, et ça a duré 2 ou 3 jours de mémoire, et puis ça a avorté justement avec l'assassinat de ce négociateur. C'est assez trouble, l'assassinat de ce négociateur, puisqu'il est assassiné comme étant un traître. C'était un homme d'affaires qui avait, c'est vrai, on va dire un passé un petit peu trouble, mais c'est un petit peu souvent le cas de toutes ces élites de part et d'autre, que ce soit en Russie ou en Ukraine. Et de manière très étonnante, maintenant il passe pour un héros. Hein. Donc il y a le changement de narratif ou de présentation du personnage. Oui, alors là, ça a tout de suite avorté. Et la deuxième négociation dont vous parlez, c'est l'intervention directe de l'ex-premier ministre anglais, qui est venu à Kiev et qui a demandé au président Zelensky tout simplement d'arrêter les négociations, qu'il allait être soutenu et que les sanctions allaient faire leurs effets. Parce qu'en fait, la stratégie occidentale est basée avant tout sur les sanctions et sur une aide militaire qu'on peut considérer comme mesurée quand même par rapport à ce que... mesurée un petit peu au compte-gouttes, hein, elle arrive. Vous avez le sentiment que quand fin mars, on conseille donc à Zelensky de ne pas négocier avec la Russie, alors qu'ils étaient proches, on dit à 50-50, de trouver un accord qui pourrait peut-être éviter la situation dans laquelle l'Ukraine se trouve, mais également les relations internationales aujourd'hui qui sont plutôt brisées. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à ce moment-là, la certitude, en tout cas du camp occidental, c'est de se dire la Russie va s'effondrer, ça ne va pas tenir, on est proche du but. Pourquoi avoir fait capoter, comme certains le disent, hein, je reprends les termes qui sont utilisés, des négociations qui auraient pu finalement permettre à l'Ukraine d'en rester aux fameux accords de Minsk en termes de territoire? Parce que le niveau de sanctions tel qu'il a été imposé à la Russie, c'est un niveau de sanctions qui, je pense, n'a pas d'équivalent historique, qui va même au-delà des sanctions qui avaient été imposées, par exemple, à l'Empire japonais par les États-Unis, et qui d'ailleurs a déclenché l'attaque de Pearl Harbor. Mais on est sur un cas de figure différent, en fait. Ces sanctions-là, même si elles paraissent très très coercitives, elles s'attaquent à un État qui a d'abord une trésorerie, hein, qui a accumulé de l'or depuis des années, d'ailleurs comme les Chinois, qui est un État qui a d'énormes ressources énergétiques, qui a d'énormes ressources en matières premières. C'est un petit peu comme si vous vouliez faire du chantage avec votre pompiste, vous voyez. Et sachant que cet État participait depuis de nombreuses années au miracle économique allemand avec cette fourniture de gaz à très bas prix, avec des contrats très intéressants sur longue durée pour l'économie et l'industrie allemande. Et de manière paradoxale, d'ailleurs, si les gens s'y intéressent, puisqu'on a parlé des sabotages de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, Nord Stream 2 n'était pas encore en fonctionnement, mais Nord Stream 1, c'est que historiquement, pendant toute la guerre froide, tous les gazoducs qui traversent les pays de l'Est, les ex-pays de l'Est, et notamment l'Ukraine, comme le gazoduc Brotherhood, qui est toujours en fonctionnement, même si le débit est certainement altéré, en tous les cas, les Russes continuent à payer leur dîme à l'État ukrainien, ça aussi c'est extraordinaire, eh bien ils ont continué à fonctionner, et pendant toute la guerre froide, l'Europe de l'Ouest a été alimentée en gaz russe. Hein, donc on est quand même sur une configuration qui est assez radicale, même vis-à-vis de ce que l'on a connu pendant la période de la guerre froide. Marianne a sorti une enquête assez fouillée, je ne l'ai pas lue, mais il paraît qu'elle était plutôt très sérieuse. Elle est revenue justement sur Nord Stream, en pointant du doigt la responsabilité ukrainienne. Qu'en pensez-vous? Et c'est très dommageable pour l'industrie allemande. On n'en parle plus de Nord Stream. Oui, comme souvent, en fait, l'information n'a pas de suivi.
C'est pour ça que j'avais bien suivi l'intervention de Natasha Polony justement sur le sujet de Nord Stream, parce que c'était assez intéressant. Elle ressortait cette hypothèse. Alors l'hypothèse ukrainienne, elle est sortie très rapidement, hein, en septembre 2022, parce que de mémoire c'est septembre 2022, le sabotage de Nord Stream, mais elle est sortie très rapidement parce que Simon Hersh avait sorti une hypothèse qui était gênante pour les États-Unis et qui était assez construite, hein, sur le plan et très crédible. Alors évidemment, il n'a pas pu révéler ses sources, donc il a été attaqué, mais je me suis réintéressé justement à cette hypothèse à la ressortie de l'hypothèse ukrainienne, pour voir dans quelle mesure laquelle était la plus crédible ou pas. Très rapidement, lorsqu'on voit la zone où le sabotage a été effectué, c'est à proximité d'une île où il y a une station de surveillance de l'OTAN, et tout le fond de la mer Baltique, de toute façon, est surveillé au moyen de capteurs pour éviter que les sous-marins, enfin pas pour éviter, mais pour surveiller les sous-marins russes lorsqu'ils partent de la base de Kaliningrad et qu'ils traversent pour aller dans l'Atlantique. Donc on est sur une zone qui est extrêmement surveillée. On ne peut pas obérer le fait que les Allemands, c'est une infrastructure vitale pour eux, ils surveillent également cette infrastructure vitale. Un petit voilier comme ça qui se met en place et qui a une équipe de plongeurs, ça va quand même attirer l'attention. Ça demande des capacités quand même en matière de nageurs de combat que je ne suis pas certain que les Ukrainiens aient, puisqu'il faut plonger à 80 mètres, mettre en place le dispositif d'explosifs, et puis ensuite bien sûr déclencher. Je trouve que cette hypothèse, même si on ne peut pas l'écarter, elle est quand même assez confortable pour les États-Unis. Parce que l'hypothèse de Simon Hersh est tout à fait intéressante, puisqu'elle repose sur le brouillard d'une manœuvre de l'OTAN, qui permet en fait à des plongeurs d'origines diverses, hein, de services action, on va dire, d'assurer la plongée et de poser les charges, et ensuite de déclencher les charges au moment voulu, quand on estime que c'est nécessaire, pour saboter le gazoduc, enfin les deux gazoducs, mais surtout celui qui est en fonctionnement. Alors, ce qui est intéressant quand même, puisque dans cette affaire, je ne peux pas imaginer que les Allemands sachent vraiment, je parle des Allemands, pas de la presse allemande, je parle des services allemands, sachent vraiment qui est à l'origine du sabotage. Et on peut remarquer que même si l'Allemagne fournit de l'aide à l'Ukraine, c'est en freinant chaque fois des cas de fer. Hein. Ils sont les deux pieds sur le frein, et je pense qu'ils font payer, pas forcément à l'Ukraine, peut-être à l'Ukraine, hein, mais très, très probablement peut-être aux États-Unis ou à certains alliés de l'OTAN, ce sabotage, qui est vraiment une action de guerre vis-à-vis des Allemands, puisqu'on est sur une infrastructure vitale et qui participe au fonctionnement de leur industrie et qui a participé au miracle industriel allemand. Aujourd'hui, on peut raisonnablement dire qu'elle n'ira guère plus loin. Quelle est votre analyse sur les combats en cours et la concentration justement rabotinée qui fait la une des journaux actuellement? Voilà, il y a différentes zones où il y a des combats actuellement sur le front depuis, on va dire, début juin. Il y a des endroits où il y a des combats, on n'en parle pas trop, j'aurai l'occasion d'y revenir. Il y a des endroits où, comme à Bakhmout, les combats continuent. Alors c'est très intéressant de voir que les combats continuent, notamment au sud, puisque les Ukrainiens cherchent à encercler Bakhmout et cherchent surtout à progresser au sud, alors qu'on a péroré sur les plateaux que Bakhmout n'était pas une zone stratégique. C'est quand même très curieux que... Pourquoi justement Parce que, en fait, Bakhmout, dire que c'est pas une zone stratégique et le comparer à Verdun. Verdun, d'ailleurs, c'était une zone stratégique, puisque derrière, ça donnait accès à tous les nœuds ferroviaires qui alimentaient le front français. Les Ukrainiens, en fait, ont mis en place leur ligne de défense sur le Donbass en la structurant autour des grands sites urbains. Donc, c'était un des verrous du Donbass, Bakhmout. Et le risque pour eux, c'est que tant qu'ils marquent les Russes sur Bakhmout, ils sont certains qu'ils ne cherchent pas à aller au-delà de Bakhmout, hein, sur les axes qui leur permettaient d'atteindre Kramatorsk. Sur Donetsk, vous avez fait des reportages en 2015 sur cette zone-là, les combats continuent, puisque le but des Russes, c'est d'avancer sur Marinka et puis Avdiivka,
au nord, de manière à arrêter les bombardements qui sont quotidiens sur Donetsk, et les pièces qui bombardent Donetsk sont positionnées dans ces zones-là, qui sont également des points d'appui ukrainiens. Ensuite, lorsqu'on descend vers le sud, eh bien justement, on arrive sur cette zone de Rabotiné qui défraie la chronique en ce moment, et c'est la zone, on va appeler ça la trouée de Zaporijia, qui était la zone la plus stratégique en termes d'effet pour une offensive mettant en difficulté les troupes russes qui occupaient les parties annexées du territoire ukrainien. Que dire? D'abord, les Ukrainiens n'ont pas la supériorité aérienne. Face à un adversaire qui a la supériorité aérienne, au moins sur la ligne de front, puisqu'on remarque que les Russes n'engagent pas leurs avions au-delà de la ligne de front, ils l'ont fait au départ, maintenant ils ne le font plus du tout, parce que la défense antiaérienne ukrainienne a été très très puissante quand même au départ du conflit, en ce moment elle est un peu moins. Ensuite, les Russes ont la supériorité des feux, donc c'est quand même fondamental. Et on est face à un terrain qui se rapproche du terrain qu'on peut trouver dans la Bosse, vous voyez, avec un petit peu de bocage, mais c'est quand même de la terre à céréales, donc vraiment sur un terrain qui est très très peu vallonné, mais surtout qui a découvert. Donc avec une visibilité totale vis-à-vis des moyens de renseignement tactiques, que ce soit les drones ou d'autres moyens type appareils ou même radar de surveillance. Ensuite, un terrain idéal pour l'intervention des hélicoptères d'attaque et pour les avions d'assaut. Les Ukrainiens n'ont pas ces capacités-là, il leur reste encore quelques capacités. De manière ponctuelle, ils peuvent faire des groupements aériens de manière à frapper les lignes russes, c'est ce qu'ils ont fait il y a une semaine, ou canaliser leur artillerie de manière à faire des groupements également d'artillerie de manière à frapper également les lignes russes, mais ils n'ont pas cette capacité que les Russes ont en termes de nombre de pièces et surtout de munitions. Donc dès le départ, c'est une offensive qui s'annonçait quand même avec des difficultés, sachant... Mais justement, c'est ça qui est très étonnant. C'est une contre-offensive qui a été très attendue, très médiatisée, avec un service de communication du côté ukrainien assez conséquent. On se rappelle des clips, ce fameux chute, etc. On a le sentiment quand même aujourd'hui avec les satellites, etc., qu'on aurait pu prévoir la stratégie russe de défense, etc., avec tout le service de renseignement. On les a forcés à entrer dans cette contre-offensive, enfin. Parce que là, est-ce qu'on peut parler quand même d'une boucherie sur les plateaux, c'est rarement évoqué, mais enfin, on parle de milliers de pertes. Et on a des images sur Telegram qui sont d'une violence inouïe. Je pense qu'il y a... en fait, on est face à une auto-intoxication. L'offensive victorieuse de septembre 2022 sur la région de Kharkiv, où les Ukrainiens ont repris une mémoire pour quasiment 3000 km² en très peu de temps, on n'a pas fait les bonnes analyses de la réussite de cette offensive. D'ailleurs, les Russes se sont quand même rétablis avec les troupes qui leur restaient, puisque... Pourquoi les Ukrainiens ont réussi à passer dans cette zone? D'abord, c'est une zone qui est assez boisée, globalement, qui n'est pas du tout sur la même configuration que celle de la trouée de Zaporijia. Et ensuite, depuis le départ, les Russes, avec leur opération spéciale, avaient un problème d'effectifs. Ils sont rentrés globalement avec 160 000 hommes, à peu près. Ils ont eu des pertes, surtout au nord, sur Kiev, en mars et février. Après, ils ont fait leurs opérations de juin, qui ont permis d'avancer sur le nord du front. Donc ils étaient sur les parties qu'ils avaient conquises, mais avec quand même... beaucoup de mal, puisqu'il ne faut pas oublier quand même on est face à des belligérants qui se battent. Il y a pas sur le plan des forces morales, des deux côtés, les gens se battent. Et le fait est, c'est que les Russes, qui étaient à ce moment-là de l'autre côté de Kherson, avaient très peu d'effectifs de ce côté-là et pensaient que ça n'avait pas été détecté en fait par les Ukrainiens. D'ailleurs, ils avaient mis en place plusieurs leurres, ils mettaient même des mannequins dans les tranchées, vous voyez, pour leurrer. Et ils pensaient que c'était passé inaperçu. Et donc, quand les Ukrainiens sont rentrés, en fait, c'est ce que je dis, les Russes ont fait une débâcle réussie. Parce que je pense que l'armée russe, elle a une hantise qui date certainement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de se faire encercler et d'avoir des prisonniers comme ils ont eu... pendant les premières opérations de la campagne de Barbarossa, où il y a eu
millions de prisonniers parce que justement, ils ne reculaient pas. Et ce que l'on peut remarquer depuis le début chez les Russes, et contrairement à ce qu'ils disent sur les plateaux, c'est que en fait, ils sont assez prompts à reculer. Hein. Ils le font pourquoi? Parce qu'ils ont la supériorité d'artillerie et qu'en général, ils préfèrent reculer justement qu'avoir des pertes parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'effectifs, hein, même s'ils ont fait leur mobilisation partielle à l'issue justement de cette offensive de Kharkiv, où vraiment ils ont été coincés, ils se sont dit non, on a vraiment un problème d'effectifs. Les Ukrainiens là auraient pu vraiment renverser la situation à ce moment-là, hein, s'ils s'étaient pas rétablis sur la rivière sur laquelle ils se sont rétablis. Et donc c'est un vrai sujet. À ce moment-là, ce sujet des effectifs. Et à ce moment-là, les Russes étaient de l'autre côté de Kherson, où les Ukrainiens avançaient, mais de manière très difficile. Moins difficile que ce que l'on voit actuellement sur Rabotiné, mais de manière très difficile. Et je pense que la bascule de ce conflit, en fait, sur le plan stratégique, ça a été la traversée rétrograde du Dniepr par les Russes, lorsque Surovikin a pris le commandement des opérations sur le front. Bon, il ne faut pas se leurrer, entre le moment où Surovikin dit on va traverser le Dniepr et c'est fait, ça a été fait avant en fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que 3 jours après ils avaient traversé. Donc ça avait été fait avant. Ils avaient mis en place suffisamment de leurres pour que les Ukrainiens croient qu'en fait ils allaient défendre Kherson. Et pourquoi c'est vraiment la bascule stratégique? Parce qu'à partir de ce moment-là, ils se rétablissent derrière une coupure et ils passent sur la stratégie d'attrition. Et cette stratégie d'attrition leur est favorable. Elle leur est favorable parce qu'ils ont toujours cette supériorité d'artillerie, ce qui leur permettait de compenser d'ailleurs leur infériorité en effectif. Et suite à la mobilisation partielle, on est arrivé à la parité en effectif de part et d'autre. Et donc ensuite il y a l'épisode de Bakhmout. Pourquoi cet épisode de Bakhmout? Parce que sur le plan stratégique, dès qu'ils sont rétablis de l'autre côté du Dniepr, et sur la trouée de Zaporijia, ils n'ont pas encore mis en place leur défense. Hein. La pire des choses aurait été pour eux que, à la limite, les Ukrainiens aient des réserves et commencent à continuer à avancer, hein. Pas en passant en traversant le Dniepr, mais en avançant à partir de la ville de Zaporijia. Donc là, ils se mettent en défensive, mais ils n'ont pas encore la solidité des défenses qu'ils ont actuellement. Et c'est là où Bakhmout devient intéressant sur le plan stratégique, parce qu'ils veulent fixer les Ukrainiens sur une zone qui est symbolique et aussi vitale pour les Ukrainiens, parce que c'est un des verrous du Donbass. Donc là, ils engagent Wagner. Pourquoi Wagner, c'est intéressant de les engager? Parce que les pertes de Wagner n'ont pas le même effet sur le plan sociétal que la perte de soldats russes qui viennent de la population. Bon, Wagner, d'abord, c'est soit des mercenaires, donc des volontaires, payés assez cher d'ailleurs, soit des volontaires, mais qui sont recrutés à partir de gens qui avaient commis des fautes assez graves dans la société russe. Donc je mets de côté toutes les bêtises que l'on a dit sur Wagner avec les vagues d'assaut, ainsi de suite, parce qu'au contraire, Wagner sur Bakhmout a utilisé des... D'ailleurs, ça avait été souligné par un officier ukrainien, mais c'est toujours pareil, il faut aller chercher les informations, où elles sont, et les bonnes et pas les mauvaises, des techniques d'assaut urbain qui étaient assez sophistiquées à partir de petits groupes de combat, en utilisant les drones, les appuis indirects et les appuis directs. Donc ils avaient des techniques qui étaient assez sophistiquées sur Bakhmout. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de pertes, mais on n'est pas sur des vagues d'assaut avinées de Moudjik, comme on a entendu parfois sur le plateau télé. On n'est pas du tout là-dessus. Donc Wagner prend Bakhmout après l'avoir encerclé, hein, notamment sur Soledar, et arrive aux lisières de Bakhmout. Et ensuite, Wagner est relevé par les forces russes. Mais pendant que Wagner se bat, que font les Russes? En fait, ils font leur ligne de défense Surovikin, avec toute... Ça faisait tellement rire les commentateurs sur les plateaux télé, vous savez, les dents de dragon, ainsi de suite. Tout le monde rigolait. Le problème, et je pense que les Russes... Comment ça se fait qu'on se soit marré comme ça sur... Parce qu'en fait, le problème essentiel dans cette guerre, c'est qu'il y a une forme de racisme vis-à-vis des Russes, avec des références qui sont liées à des périodes qui sont la période stalinienne, les bataillons d'arrêt du NKVD pendant la bataille de Stalingrad qui interdisaient aux soldats de reculer, ainsi de suite. Donc ça reste encore la référence de bien des analystes, hein, pour différentes raisons. Et il y a cette forme de racisme et de russophobie ou de russo-dénigrement. Et je pense que les Russes, ils jouent là-dessus, en fait. Ils jouent là-dessus
parce que ça leur profite. Et donc, eux, pendant ce temps-là, ils ont continué à faire leur ligne de défense, sachant qu'ils ont quand même utilisé les entreprises civiles pour faire... Là, actuellement, les Ukrainiens ne sont que sur les... Ils sont arrivés à proximité, voire sur la première ligne. Mais la première ligne, c'est du terrassement. Les lignes qui sont derrière, ils ont utilisé des entreprises privées. Ils ont quasiment mis en place des lignes qui se rapprochent de la ligne Hindenburg qu'avaient mis en place les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, avec des abris bétonnés et des choses qui sont construites. Donc on est vraiment sur quelque chose qui a été fait de manière solide et qui correspond également d'une certaine manière à l'art militaire russe qui a toujours été assez excellent sur le plan de la défensive, sur tout ce qui est dispositif défensif. Donc on est dans cette espèce de leurre stratégique sur Bakhmout, où tout le monde... D'ailleurs, les alliés... Ah oui, d'accord, c'est étonnant ça. Donc on s'est focalisé et on n'a pas pensé à... Les Américains l'avaient dit aux Ukrainiens, ils avaient dit attention, vous utilisez vos meilleures troupes. Il y a eu quand même 12 brigades qui ont été engagées sur Bakhmout, avec des pertes énormes. Et c'était des brigades de bonne facture qui auraient pu être utilisées ailleurs. Est-ce que ça veut dire que les Ukrainiens ont véritablement un droit de regard sur leur manière de manager, pardonnez-moi mes termes de béotien, cette guerre, ou on a le sentiment que c'est les États-Unis qui sont derrière, je pense que les Ukrainiens sont dans la même situation que les Israéliens. C'est qu'en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais ils ont besoin parfois de l'appui des États-Unis sur le plan des matériels. Bon, c'est le contributeur premier de l'aide militaire, mais également et surtout du renseignement. On ne peut pas concevoir que la manœuvre ukrainienne sur Kharkiv n'ait pas été faite à partir de renseignements otaniens et à partir de simulations otaniennes. Maintenant, vous avez des simulateurs qui vous permettent de travailler une situation tactique ou une situation opérative et de faire différents scénarios et voir comment l'intelligence artificielle va faire manœuvrer les pions. Après, on prend la meilleure des solutions. Donc, Kharkiv, d'ailleurs, ça a été dit dans la presse américaine, que la simulation avait été utilisée, donc ils sont tributaires. Mais je pense qu'ils ont une autonomie quand même, d'ailleurs sur Bakhmout, ils n'ont pas écouté les Américains ou les alliés otaniens. C'est ce qu'on leur reproche visiblement. Pour faire qu'à leur tête, est-ce que ça c'est de la communication? Non, mais je pense que les Ukrainiens comme les Russes vivent une situation de guerre que les armées occidentales n'ont pas connue depuis, on va dire, la guerre de Corée, pour ceux qui ont participé. Je ne parle pas de la Deuxième Grande Guerre, mais la guerre de Corée. Et c'est vrai que sur ce plan-là, souvent les Ukrainiens trouvent que, même lorsqu'ils partent en formation, les soldats ukrainiens, trouvent que les formateurs occidentaux sont déconnectés de la réalité de ce qu'ils vivent eux, en fait. Et eux, ils vivent une situation où ils sont face à une armée qui a des moyens d'artillerie puissants, qui a des moyens de renseignement, qui a la supériorité aérienne, et eux, ils sont confrontés à ça, en fait. Alors que les dernières expériences militaires des armées occidentales, ce sont des guerres de contre-insurrection. Alors bien sûr, il y a eu des morts, mais avec des modes opératoires de la part de l'adversaire qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe là. Pour tous ceux qui ignorent ce qu'est un combat, une guerre, la violence de la vie en tranchée ou les images télégrammes qui sont accessibles, est-ce que vous pourriez décrire le quotidien d'un soldat aujourd'hui sur la ligne de front? On leur donne très peu de chances de survie, de durée de vie, pardon. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, pragmatiquement? Comment ils vivent? Quelle est la violence? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est quoi leur quotidien? C'est une question difficile parce qu'on ne peut l'analyser qu'à partir des images qu'on peut aller glaner, notamment sur Telegram, où il y a énormément d'informations qui peuvent être à disposition. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui veulent vraiment être renseignés sur ce qui se passe sur le conflit d'avoir un compte Telegram. Alors après, il y a bien sûr des comptes qui sont des comptes militants, mais il suffit d'utiliser le bon sens pour décrypter l'effet de l'interprétation militante du fait. Ce que l'on peut constater actuellement sur le front de Rabotine, c'est que les Ukrainiens sont passés d'un mode opératoire d'attaque en force, ça a été, on va dire, le premier mois avec les blindés, à un mode opératoire d'attaque en souplesse. C'est qu'ils cherchent à s'infiltrer avec des petits groupes d'infanterie, et une fois qu'ils ont réussi à prendre une position, et bien souvent les Russes d'ailleurs évacuent la position très rapidement, ensuite, dès qu'ils occupent la position, ils cherchent à s'installer et à se protéger pour se protéger de l'artillerie russe, dans les expositions russes. Et ensuite, il y a un système de Noria qui se fait, avec notamment les Bradley, parce que les Bradley sont des engins qui sont assez solides,
et également assez confortable par rapport à d'autres engins qu'ont les Ukrainiens, notamment les Bradley de la 47e brigade mécanisée. Et toutes les 24 heures, il y a un Bradley qui vient chercher les soldats ukrainiens et qui les relève sur la position. Donc ça, c'est sur les positions qu'ils ont conquises. Après, l'avancée des Ukrainiens, elle se fait essentiellement de nuit, en infiltration, et parfois même, on est presque sur des combats où ils avancent presque en rampant à proximité des tranchées russes. On est sur ce type de combat, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas agir autrement, parce qu'ils auraient la supériorité aérienne. Déjà, ils auraient la supériorité aérienne, les défenses russes, même dans le niveau de défense actuel, n'auraient pas tenu aussi longtemps. Regardez, la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Alliés ont été coincés, avant de faire leur grande percée, ils ont bombardé toutes les zones de position allemandes, et les Allemands ont été neutralisés, et après ils sont passés. Pourtant, ils coinçaient sur le plan tactique, parce que les Allemands, sur le plan défensif, étaient très très forts. Donc, la clé sur un terrain comme ça, c'est la supériorité aérienne. Tout le monde en parle, tout le monde le sait, beaucoup d'experts le disent. Pourquoi on ne leur a pas donné cette supériorité aérienne ? D'abord parce qu'au départ, ils avaient quand même une aviation qui était opérante, même si elle n'était pas comparable à l'aviation russe qui était en face. Ils avaient, on va dire, à peu près 80 vecteurs entre les Sukhoi 25, les MiG-29 et les Sukhoi 24. Donc ils avaient une capacité. Ensuite, c'est des appareils qu'ils connaissaient. Donc lorsqu'ils ont eu des pertes sur le plan des appareils, ce sont des appareils ex-soviétiques ou ex-russes qui ont été fournis, notamment par les Polonais, des MiG-29. Parce qu'il y a cette capacité aussi à connaître le vecteur sur lequel les gens pilotent. On est sur des avions qui sont complexes, on n'est pas sur les avions de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, ils vont recevoir des F-16, donc on va dire début 2024, mais il faut qu'il y ait la formation, en fait, aussi bien des pilotes que des personnels qui vont accompagner les F-16, donc sur les mécaniciens, les armuriers, les électroniciens, puisque c'est un système, le F-16. Ensuite, il faut que les infrastructures ukrainiennes, les bases soient adaptées au F-16, puisqu'ils vont passer d'un avion sophistiqué à un avion qui était rustique, le MiG-29. Vous pouvez le faire décoller depuis une route. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. D'ailleurs, ils arrivent à le faire décoller à partir d'aérodromes ou de pistes qui sont relativement rustiques. Donc, ça leur permet de disperser leurs avions, ce qui ne sera plus le cas avec les F-16. Donc, ça veut dire que les bases où il y aura les F-16, ça va devenir tout de suite un objectif de toute manière pour les Russes. Alors, ils ont des abris bétonnés, qui datent d'ailleurs de l'époque soviétique sur les bases. Mais ces abris bétonnés, même s'ils sont résistants, ne résisteront pas forcément à tout, et notamment à des missiles Kinjal, par exemple. Puisque l'épisode des Storm Shadow, pour moi, est assez révélateur. Il y a à peu près un mois, les Russes ont bombardé au moyen d'une combinaison de missiles Kinjal et de missiles de croisière la base où étaient stationnés les Sukhoi 24M qui assuraient justement les frappes avec les Storm Shadow. À raison de 2 Storm Shadow par Sukhoi 24M, il y avait à peu près une petite dizaine, on va dire 5 Sukhoi 24M qui assuraient ces frappes. On peut remarquer que depuis un mois, on ne voit plus de frappes par Storm Shadow. Donc, de manière temporaire ou définitive, j'en sais rien, on peut considérer que cette capacité de frappe à longue distance via le Storm Shadow a été neutralisée. Je pense que c'est les vecteurs qui ont été neutralisés. Et lorsqu'ils ont utilisé des missiles Kinjal, je pense que les missiles Kinjal ont réussi justement à percer ces abris bétonnés dans lesquels étaient les Sukhoi 24. Donc ce problème... Vous pensez que les F-16 ne changeront pas En fait, il ne peut pas y avoir... J'entendais ce matin LCI, parce que j'aime bien suivre LCI, puisque comme on en parlait tout à l'heure, ils suivent quotidiennement la guerre, même si je ne suis pas du tout d'accord avec la manière dont ils traitent ce conflit. Ça permet d'avoir au moins un suivi de l'information, de ce qui se passe. Ils parlaient des attaques MS, les futurs missiles qui devraient être fournis par les États-Unis et qui peuvent être lancés à partir des mêmes lanceurs que les HIMARS, même s'il faut changer le module de tir. Pourquoi ça devient crucial, ce sujet-là? Parce que justement, je pense que la capacité Storm Shadow et par extension Scalp a été neutralisée et qu'il faut que les Ukrainiens aient cette capacité de frappe dans la profondeur qu'ils avaient avec le Storm Shadow.
qu'ils ont perdu. Quand je dis frappe dans la profondeur, c'est la frange des 300 km. Donc on est sur la profondeur opérative, voire stratégique courte portée. Donc c'est un sujet, cette frappe, cette capacité de frappe dans la profondeur. Alors les F-16, quid des F-16 lorsqu'ils vont arriver? Est-ce que les pilotes auront été formés sur toutes les capacités de l'avion, ou que sur une partie des capacités de l'avion, sachant que c'est un vrai challenge pour les pilotes ukrainiens sur le plan même linguistique, puisqu'ils passent d'avions où c'est écrit en cyrillique sur des avions où c'est écrit en anglais. Eux, ils sont en système métrique, ils passent sur des avions où c'est en pied. Enfin, vous voyez, tous ces réflexes, des choses qui paraissent évidentes, pour eux qui ne vont plus l'être. Et puis d'autres également, je pense, éléments qui sont liés à l'utilisation du système d'armes, puisqu'ils vont être sur un système d'armes qui est beaucoup plus sophistiqué que celui qu'ils avaient sur le MiG-29. Donc, bien sûr qu'il faut qu'ils aient une capacité aérienne. Est-ce que ça sera décisif? Je ne pense pas que ça sera décisif. Est-ce que ça va changer la donne sur le plan de leur capacité offensive? Oui, très probablement. Est-ce que les Russes vont chercher à contrer cette capacité offensive? Également, regardez les HIMARS qui ont posé un problème aux Russes pendant à peu près 6 mois, notamment au moment de l'offensive Kherson. Maintenant, ils arrivent à les brouiller, parce qu'ils sont très très forts en guerre électronique, les Russes. Ils arrivent à brouiller les signaux GPS. C'était d'ailleurs la force des Storm Shadow et des Scalp qui avaient un guidage inertiel, donc ils ne faisaient pas appel au GPS. Mais l'attaque MS, c'est un missile qui est guidé aussi par GPS. Donc, à voir. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, les Occidentaux ne croient plus vraiment à des avancées opératives, vraiment de portée opérative sur le front de Rabotinet, quoi qu'ils en disent, et je pense qu'ils se projettent déjà sur 2024, en fait. Tout le discours, il va être là-dessus. Donc, une nouvelle contre-offensive. C'est quoi la meilleure solution? Préparer à fond les Ukrainiens pour une nouvelle contre-offensive, ou idéalement entamer des négociations? Quels sont les scénarios qui vous sembleraient les plus sensés, les plus rationnels? D'abord, j'en reviendrai. De toute façon, tout le monde se rejoint là-dessus. De part et d'autre, il y a une volonté de combattre, et de part et d'autre, ils estiment qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Bon, les Ukrainiens, leur objectif, c'est reconquérir l'Ukraine dans ses frontières de 91. Donc c'est quand même un objectif très très ambitieux, en l'état de leur capacité. Les Russes, leur objectif, c'est à minima conquérir les oblasts qu'ils ont annexés, la totalité des oblasts qu'ils ont annexés. Est-ce qu'ils en ont la capacité et la volonté? C'est à voir, parce que autant on lit, on en revient à ce que vous disiez sur la communication et l'ultra-communication ukrainienne, où quasiment on arrive à lire le dispositif ukrainien. Quasiment toutes les brigades ukrainiennes, elles ont un compte Facebook, enfin c'est un truc incroyable. Autant chez les Russes, comme d'habitude, c'est l'omerta, on ne sait pas ce qui se passe, on sait globalement à peu près ce qu'il y a en première ligne, mais on ne sait rien de ce qu'il y a derrière. Rien du tout. Et moi j'ai du mal à imaginer que derrière, il n'y ait pas en fait des réserves opératives au sud et au nord qui aient été mises en place par les Russes, en fait. Puisque je pense que l'espèce de chaos à moitié réussi qui a constitué la mobilisation russe de la fin 2022 est sans doute lié au fait que ils ont menti sur le nombre de gens qu'ils ont mobilisés. Ils ont dit qu'ils ont mobilisé 300 000. Je pense qu'ils ont mobilisé peut-être 500 000 en fait, personnes. Certains ont été engagés quasiment dans le mois après une remise à niveau. Et je pense que d'autres ou sont derrière sur des tâches de contrôle de zone, ainsi de suite, ou sont tout à fait gardés en réserve, ou participent à certaines rotations. Actuellement, sur le front de Rabotinet, les Russes, la semaine dernière, ont regroupé 2 divisions à reporter et une division de fusiliers motorisés. Quand vous faites ça, c'est pas anodin. C'est soit pour renforcer la ligne de défense, soit pour faire des contre-attaques. Sachant que Rabotinet, actuellement, c'est un saillant. Donc un saillant, c'est toujours une position qui est difficile pour l'attaquant. Soit ils élargissent le saillant, soit ils s'enfoncent, et donc ils font une percée, mais s'ils s'enfoncent, ils risquent
de sortir rapidement de l'appui de leur artillerie et puis s'exposer à des contre-attaques de flanc-garde de la part des Russes. Donc là, en l'état, actuellement, les avancées ukrainiennes sur Abotiné, je ne suis même pas certain qu'elles soient tenables dans la durée, même sur l'hiver. Vous voyez le drame que ça constitue. Donc, alors évidemment, on peut imaginer que l'armée russe en face s'effondre. Mais vu que même au moment du coup extraordinaire de Prigojine pendant 48 heures, ça n'a eu aucun effet sur le front, alors qu'ils auraient pu à la limite se poser des questions collectivement, je ne vois pas ce qui ferait que moralement l'armée russe s'effondrerait en ce moment. On a combien de pertes actuellement ? C'est difficile en fait, c'est un espèce de jeu de dupes, aussi bien sur le plan des pertes matérielles que sur le plan des pertes humaines. Des pertes matérielles, pourquoi ? Parce que la référence des experts occidentaux, c'est Oryx, et Oryx, c'est un collectif qui suit les pertes russes, et un peu moins les pertes ukrainiennes, et qui en fait découle de Bellingcat, cette agence qui lutte contre la désinformation, mais qui en fait a des relations avec le MI6. Et donc, dans quelle mesure ce site est sérieux sur le plan des pertes ? Moi, je me pose des questions, parce que actuellement, sur les pertes en chars russes, on est à plus de 2000. En fait, c'est énorme. Alors, même si je pense qu'ils ont eu des pertes, notamment sur Kiev, on serait quasiment sur un cas de figure où les Ukrainiens auraient dû, à un moment donné, enfoncer le front. Vous voyez, ce niveau de perte. Hein. C'était pareil, lorsque les Ukrainiens disaient que sur Bakhmout, il y avait 5 morts ou 8 morts russes pour un mort ukrainien. C'est aberrant, on est dans la propagande ou de la désinformation. Donc c'est difficile de se prononcer sur les pertes. Alors il y a des chiffres qui, bien sûr, qui traînent de part et d'autre. La seule chose que l'on peut imaginer, c'est qu'il y a une proportionnalité des pertes humaines qui est proportionnelle au ratio du rapport des feux, en fait. C'est que la supériorité d'artillerie de l'un fait que, proportionnellement, il aura moins de pertes que son adversaire qui a moins d'artillerie, puisque 80% des pertes sont dues à l'artillerie. Donc on peut imaginer ça. Donc en imaginant cela, on peut imaginer que les pertes ukrainiennes sont très largement supérieures aux pertes russes. Et qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'attester de cela ? Eh bien, c'est d'abord les mobilisations successives qui ont eu lieu en Ukraine, et puis cette question qui devient fondamentale, qui est celle des effectifs du côté ukrainien, au travers de différentes opérations qui chercheraient à pousser les hommes mobilisables qui sont partis à l'étranger, notamment dans les pays limitrophes de l'Ukraine, de revenir. Hein. D'ailleurs, ça c'est mythe ou réalité ? Je pense qu'il y a une volonté, une pression psychologique qui se met en place, mais est-ce que juridiquement c'est faisable d'extrader comme ça des gens qui n'ont pas voulu tout simplement aller à la guerre ? Regardez, lors de la guerre du Vietnam, il y a beaucoup d'Américains qui sont partis au Canada parce qu'ils ne voulaient pas être mobilisés. Parce que le problème de la mobilisation ukrainienne, bon, on retrouve un petit peu un système différent, comparable sur le plan de la mobilisation, des typologies de personnes mobilisées en Russie, mais la différence c'est qu'en Russie, c'est pas une mobilisation, ça fait appel à cette mobilisation partielle avec des gens qui étaient considérés comme des réservistes, ou alors à des volontariats en fait, parce que l'objectif du gouvernement russe actuellement c'est d'éviter les contre-coups sociétaux et économiques d'une mobilisation supplémentaire, puisque l'acceptation sociale de la guerre c'est fondamental, même si on considère que la Russie c'est un régime autoritaire, mais il y a besoin d'un assentiment social quand même dessus. Et ensuite parce que l'économie russe, paradoxalement, elle tourne quasiment à plein régime et qu'elle a besoin de main-d'œuvre. Ensuite, côté ukrainien, le fait est, c'est qu'on est sur une mobilisation qui est comparable à celle, en termes de typologie, à celle qui avait cours aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, parce qu'on cherche à protéger les jeunes diplômés. Et c'est pour cela d'ailleurs que le nombre d'étudiants a augmenté de 80% en Ukraine. Pourquoi on cherche à les protéger Parce que c'est l'avenir de la nation, et donc c'est les classes populaires, les hommes des classes populaires qui vont faire la guerre. C'était le cas au Vietnam aussi. Hein. Les soldats au Vietnam, c'était des Noirs, et puis des petits Blancs, des petits blancs de la campagne. Hein. Et là, on est un petit peu sur ce schéma-là, quand même, en termes de recrutement du soldat ukrainien, avec beaucoup de gens des classes populaires, et également beaucoup de gens des zones russophones. Hein,
Alors, je ne vais pas chercher à expliquer ça. Beaucoup de gens des zones russophones et parfois également de zones considérées comme avec des minorités sur le plan de la langue vernaculaire, hein, comme les minorités magares, ainsi de suite. Mais c'est intéressant, encore une fois, sur Instagram, je regardais une vidéo, ça se passait au nord du front, là où justement les Russes ont avancé, d'ailleurs on n'en parle pas dans les médias, sur la zone de Kupiansk, dans la région de Kupiansk, et on voyait un détachement de parachutistes russes dont ils filmaient avec leur GoPro, et ils arrivaient sur une position ukrainienne. Et la première question qu'ils ont posée, c'est « Vous êtes ukrainien ?» Les autres ont dit « Oui ». « Nous, on est russes. Vous vous rendez ?» Et les autres, après, ont dit « Oui ». Mais c'est ce qui est fondamental, donc ils parlaient en russe, hein, bien sûr. Hein. Et, ce qui est fondamental, la question, c'est « Vous êtes ukrainien ?» Alors, est-ce que si les autres avaient répondu en anglais ou dans une autre langue, ça serait peut-être passé différemment? Mais je pense qu'il y a toujours cette espèce de relation, comment dire, parce qu'on est quand même dans un contexte de guerre civile au départ, hein, cette espèce de relation, c'est les mêmes de part et d'autre. Hein. Il y a beaucoup de familles qui sont partagées entre les deux fronts. Enfin, il y a cette notion toujours, quoi qu'on en dise, malgré les exactions de part et d'autre, de guerre fratricide, en fait. Hein. Donc, je pense que pour le troupier, lorsqu'ils arrivent au contact, alors je ne parle pas des troupiers fanatisés, hein, idéologiquement, je parle de ceux qui ont encore un peu de recul par rapport à ce qui se passe, ils arrivent à avoir des réactions qui leur permettent d'éviter de s'entretuer en dernière extrémité. Pour terminer, quel type de scénario vous imaginez? Le monde, il y a un avant et un après 24 février 2022. Quel est le monde et les relations internationales qui se dessinent sous nos yeux suite à cette opération? C'est vraiment une question compliquée. Il faudrait être assez présomptueux d'imaginer ce qui pourrait se passer. D'abord, sur les hypothèses liées à la sortie de conflit. Bon, la première hypothèse, c'est qu'il y a un des deux belligérants, direct, je dis bien direct, qui remporte la victoire. En fait, qui atteint tout ou une grande partie de ses objectifs opérationnels, dont les Ukrainiens libéraient leur territoire et les Russes annexaient totalement les oblasts qu'ils considèrent comme étant russes maintenant. Enfin, conquérir totalement les oblasts qu'ils considèrent comme étant russes. En l'état des forces, je dirais que cet objectif paraît plus atteignable pour les Russes. Je dis pas qu'ils vont l'atteindre, mais en l'état des forces, en présence, ça paraît plus atteignable pour les Russes. Après, est-ce que les Russes auront la volonté peut-être d'aller plus loin parce qu'ils considèrent que, par exemple, Odessa est une menace pour leurs intérêts stratégiques en Crimée? Ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'ils en auront la capacité et la volonté? Est-ce qu'entre-temps, il n'y aura pas eu un accord entre les Russes et les Américains? Parce que c'est là où tout se joue, hein, de toute façon. À voir. Ensuite, est-ce que l'on va vers une situation figée, c'est-à-dire une situation de conflit larvé, comme il y a eu pendant des années, depuis 2014, sur le front du Donbass, mais avec une situation figée à peu près sur la ligne de front actuelle, de type coréen? Pourquoi pas, mais ça veut dire que de part et d'autre, en fait, il y aura eu un épuisement des forces qui sont engagées et le choix de geler le conflit. Je ne pense pas que ça soit souhaité par les Russes ni par les Ukrainiens. Pour plein de raisons, hein, parce que ça bloquera les Ukrainiens dans une situation de dépendance vis-à-vis d'un conflit qui va aspirer toutes leurs ressources humaines et toutes leurs richesses. Et puis les Russes, ce n'est pas non plus leur intérêt, de toute façon. Même si je pense qu'ils arriveraient à gérer beaucoup plus facilement cette situation du fait de la profondeur stratégique et du fait qu'ils se soient réorientés beaucoup vers la sphère asiatique sur le plan économique et géopolitique. Ensuite, la troisième hypothèse, c'est qu'il y a un accord de paix. Donc un accord de paix, ça veut dire que les belligérants directs arrivent à trouver un terrain d'entente avec, et qui est validé bien sûr par les belligérants indirects, notamment je dirais les États-Unis, sachant que comme on l'a dit au départ de cet entretien, jusqu'à présent tous les accords qui étaient presque signés, hein, ou qui étaient en train, notamment l'accord dont vous parliez
en Turquie, qui était quasiment signé, où il y avait eu beaucoup d'avancées, ils ont été chaque fois sabotés ou par une action déstabilisante, comme l'assassinat du négociateur, ou alors par l'intervention extérieure notamment des anglo-saxons. Donc cette hypothèse-là d'un accord de paix, ça paraît assez peu probable en étant, donc on est plutôt sur les résultats de la guerre. C'est ça. À quel moment un des deux belligérants va dire « Ok, on arrête là », et là, ensuite, on peut basculer sur un accord de paix. Mais en l'état des forces en présence et de la manière dont on peut se projeter, pour l'instant, les Ukrainiens sont quand même dans une situation difficile. Alors maintenant, sur un plan plus large et géopolitique, il est clair qu'il y a une rupture consommée entre la Russie et puis l'Europe de l'Ouest, en fait, l'Union européenne ou l'Europe otanienne, cette Europe occidentale, consommée. Je pense que même si on arrive à une solution à ce conflit, cette rupture va être pérenne au moins pendant 10 ou 15 ans à minima. Les Russes s'en sont fait une raison, même si je pense qu'ils le regrettent, notamment la population russe le regrette. Les populations, je dirais, des villes, surtout, parce qu'après on est également sur des perceptions qui sont différentes, suivant où on se trouve en Russie. Je pense que les élites russes, par contre, en ont fait leur deuil pour perte et profit. Ils sont vraiment maintenant sur une approche asiatique, et pas eurasiatique, et que l'axe Pékin-Kremlin, quoi qu'en dise LCI, est assez solide, parce qu'ils ont en fait des forces et des faiblesses complémentaires, ces deux pays, même s'ils ont quelques débats géopolitiques, notamment sur la frontière et sur le fleuve Amour, mais je pense que ça pourra se solutionner. Et puis il y a bien sûr cette ambition des BRICS de devenir un pôle multipolaire où il n'y a pas vraiment d'hégémon comme celui qui est exercé par les États-Unis depuis la première guerre du Golfe, et qui tente justement de perdurer au travers de ce conflit de puissance sur le sol ukrainien, parce que c'est un conflit Russie-États-Unis sur le sol ukrainien, en instrumentalisant des deux côtés en fait une situation de guerre civile, de toute façon. Et puis un positionnement des Européens par rapport à ce bouleversement géopolitique qui, à mon avis, n'est pas des plus favorables, puisque si je comprends les intérêts stratégiques des Russes, si je comprends les intérêts stratégiques des États-Unis, si je comprends les intérêts stratégiques des Ukrainiens, je n'ai toujours pas compris les intérêts stratégiques des Européens. On parle de valeurs. On va aider les Ukrainiens, mais les intérêts stratégiques des Européens, ils sont pas clairs. Alors, quand je dis les Européens, l'Union européenne, puisqu'il y a différentes perceptions de ce conflit au sein de l'Union européenne, notamment les ex-pays qui faisaient partie du pacte de Varsovie, on peut très bien comprendre pourquoi ils sont assez inquiets, ou alors qu'ils ont une dent contre les Russes. J'étais dernièrement à Prague, on comprend très bien ce qu'ils ont vécu à l'époque de l'ex-Union soviétique. Mais en tous les cas, je pense que ce qui est fondamental, c'est que l'Union européenne n'a pas de stratégie basée sur ses intérêts, parce que si elle avait une stratégie basée sur ses intérêts, rapidement elle aurait poussé à la négociation et puis à trouver un compromis sur la base au moins des accords de Minsk, puisque l'intérêt de l'Union européenne, c'était que le conflit soit le plus court possible et qu'elle continue à avoir accès à l'énergie à bas coût qui était fournie par la Russie, même aux matières premières. Ça, c'était vraiment l'intérêt stratégique de l'Union européenne. Après, maintenant, si on regarde les grandes puissances au sein de cette Union européenne, les grands pays, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et puis la France, l'Allemagne est en situation très très difficile parce qu'elle est coincée entre son atlantisme et puis ses intérêts vitaux, qui sont directement liés à son industrie, qui est en difficulté du fait tout simplement de l'arrêt de la fourniture du gaz russe. L'Italie, je pense, est en train de jouer une carte que peu de gens ont pu remarquer, c'est que c'est une puissance industrielle de l'Italie, c'est la deuxième puissance industrielle sur le continent européen, et je pense qu'elle pourrait faire œuvre d'opportunité pour devenir la première puissance industrielle du continent européen grâce au gaz du Maghreb. Et nous qui avons
la seule arme nucléaire, dissuasion nucléaire totalement autonome, en termes de conception et d'utilisation, puisque ce n'est pas une arme dont la clé se trouve aux États-Unis tout ou partie. On aurait pu avoir un rôle qui peut être comparable à celui qu'a joué la Turquie d'Erdogan, qui à la fois joue un rôle d'équilibriste, mais qui est basé sur ses intérêts. Je pense qu'on a eu du mal à défendre, à réaliser quels étaient nos intérêts par rapport à ce conflit, parce que de facto, j'aimerais qu'on m'explique quels sont les intérêts de la France dans ce conflit, et quels sont les intérêts de la France en Ukraine et en mer Noire. Ça va être compliqué quand même de les énumérer. Par contre, on avait des intérêts stratégiques qui étaient également ceux des Allemands avec le gaz russe, puisqu'on parle de Nord Stream, c'est une infrastructure vitale pour les Allemands, mais il ne faut pas oublier que Engie avait également financé cette infrastructure. Donc nous, on a un positionnement qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur de ce que l'on aurait pu faire, surtout historiquement, quand on regarde l'historique de notre positionnement au cours de la deuxième moitié du XXe siècle vis-à-ៗde pays pourtant qui étaient hostiles aux États-Unis, que ce soit la Chine communiste, le général de Gaulle était le premier à la reconnaître, vis-à-vis de la Roumanie. Donc on avait un positionnement stratégique qui était assez intéressant, comme une puissance d'équilibre. Ce que cherche à faire d'ailleurs Erdogan, donc une puissance de moyenne importance, mais une puissance d'équilibre, du fait de notre position au sein du paysage européen, un pays carrefour, du fait de notre dissuasion nucléaire totalement autonome, du fait de notre zone économique spéciale exclusive, qui est la deuxième après celle des États-Unis, grâce à toutes nos îles qui sont réparties de par le monde. Donc on avait un rôle qui pouvait être joué, et je pense que, contrairement aux États-Unis, qui ont une vision de leur stratégie et qui arrivent à se projeter, même s'il y a des débats au sein des États-Unis entre les néoconservateurs et puis les isolationnistes, par exemple, nous, on n'a plus cette vision-là, on n'a plus de vision stratégique, en fait, de notre positionnement. Et c'est vraiment un souci, je trouve, au regard de l'aura que l'on pouvait avoir. Actuellement, on n'est plus crédible comme intermédiaire dans d'éventuelles négociations. Merci Hervé Carès de votre analyse, et nous serons honorés de vous recevoir prochainement à nouveau pour un point. Également. Merci.